J'ai pris mon poste il y a 2 ans. Je viens du business, j'ai fait du business, du marketing, client, chaîne de transformation, résultats de toutes nos campagnes, de la communication pendant toute ma vie professionnelle. J'arrive dans cette équipe et là, le silence absolu. On ne communique surtout pas, on n'en parle surtout pas. Il y a des mots qu'on ne peut pas transpasser, le greenwashing, donc on ne peut pas communiquer, attention, la grande peur. Et dans ce cas-là, comment on dit ce qu'on fait? Les gens, les ONG, les clients nous reprochent de ne pas faire assez. Et pourtant, on en fait des choses. Donc, un grand débat qu'on regarde avec l'équipe depuis 2 ans, comment communiquer sur les choses qu'on fait, pourquoi on a peur du greenwashing, pourquoi on est arrivé à faire du hashwashing, c'est-à-dire il vaut mieux ne pas en dire un mot pour ne pas se tromper et ne pas être accusé de greenwashing. C'était important pour moi de pouvoir donner les preuves et de se rendre compte qu'en fait, dans les activités RSE, dans les activités à impact positif, c'est la même chose. Il faut donner du sens et ensuite communiquer avec des preuves et des éléments mesurables. Alors, comment on donne du sens et comment on arrive à ce storytelling qui a des preuves et qui est mesurable? Tout d'abord, je me suis penchée sur qu'est-ce qu'un engagement RSE, qu'est-ce qu'un engagement ESG. Eh bien, il faut avoir clairement un engagement qui est écrit, construit, qui est cohérent avec notre business, qui a un impact environnemental, social ou alors en termes de gouvernance. Les 3 sont importants, les 3 vont ensemble. Ensuite, comment on le mesure de façon spécifique et comment on y met les moyens, comment on démontre aussi toute cette partie de résultats. Ce que ce n'est pas un engagement ESG, c'est clairement pas un slogan, c'est clairement pas que de la pub, c'est pas qu'un habillage et c'est certainement pas un élément de mode, de tendance et essayer d'habiller pour rendre meilleur. Je me suis penchée sur le greenwashing. Pourquoi il y a cette peur du greenwashing? Pourquoi? Donc je suis allée voir le juridique pour déjà comprendre ce que c'est le greenwashing, parce que ça venait, on m'a dit, c'est le legal qui le dit, il faut faire attention. Donc on va voir le legal. Et on essaye de comprendre pourquoi on a peur. Eh bien, le greenwashing, dans ma compréhension et de ce qu'on fait au quotidien, c'est une pratique de communication trompeuse. Mais ça, ce n'est pas lié à la RSE. On fait attention dans nos métiers au quotidien, on fait attention à nos produits basiques. Ce n'est pas juste l'impact positif qui peut être trompeur. Donc ça, on le connaît dans nos métiers. Évidemment, il ne faut pas exagérer, embellir le caractère écologique d'un produit ou d'une offre. Ça, pareil, par rapport à la transparence de ce qu'on fait au quotidien, je pense que tout marketeur ou communicant est sensible à ces aspects de transparence et de non-trompeur. Donc, on sait faire en principe. Il faut qu'on ait les preuves de ce qu'on dit, évidemment, et il faut communiquer uniquement sur les choses qu'on fait. L'impact du greenwashing, c'est qu'on peut avoir des résultats très impactants du point de vue juridique, mais de réputation surtout. L'image qui peut être ternie, la confiance de nos clients et de nos partenaires sont encore plus importants que des éventuelles amendes qu'on pourrait avoir parce qu'on a fait une communication trompeuse sur le caractère écologique. Ok. Qu'est-ce qu'on fait chez PF? PF est le bras armé de BNP Paribas qui fait du crédit à la consommation. Le crédit à la consommation s'adresse à des personnes physiques pour l'achat de biens de consommation qui varient entre un téléphone portable et une voiture. Donc la gamme est large en passant par les meubles, en passant par l'électroménager, les cuisines. Mais ça revient souvent à des produits qui ont un impact environnemental fort ou qui s'adressent à des populations à impact social. Pourquoi? Parce que le crédit à la consommation, je ne sais pas si vous en êtes client ou vous en avez déjà pris, mais s'adresse souvent pour des produits d'électroménager à la base à une clientèle qui a des revenus bas ou vers moyens, donc qui n'ont pas le moyen de s'acheter.
Et donc, pour ces populations-là, la voiture, on sait aujourd'hui, c'est à peu près 70% des achats de voitures qui se font à crédit ou à un moyen de financement. Que ce soit un leasing ou un crédit, c'est la même chose. Donc, c'est dans ces éléments-là que notre métier a un impact sur l'environnement. La voiture, c'est entre 20 et 24% des impacts d'émissions de CO2 au niveau mondial. Ça vient du transport et c'est à peu près 10% sur les individuels. Donc c'est quand même significatif. On a un rôle à jouer là-dedans. Et le social, en termes d'inégalité sociale. Donc, comment on s'assure qu'on peut communiquer ce qu'on fait? On essaye d'accompagner nos clients sur une consommation plus responsable et plus durable. C'est notre raison d'être. On donne accès au crédit et on le fait pour qu'il y ait une consommation plus responsable et plus durable. Eh bien, comment on s'assure qu'on puisse communiquer et que notre activité a un impact? On a créé il y a 5 ans une raison d'être, une vision qui est très alignée avec notre métier. Et chaque mot dans cette raison d'être que vous voyez est très important. On ne dit pas qu'on va sauver la planète. On ne dit pas qu'on va rendre la consommation plus durable. On est incapable de le faire tout seul. D'abord, le client choisit lui-même son produit. Ensuite, il passe par un concessionnaire ou un producteur d'automobile. Nous, on ne fait que le financement. Mais si on arrive à lui faire comprendre qu'acheter de l'électrique aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus écologique dans les technologies de transport. Et dans certains pays, il y a plein de débats autour de ça. Mais si on arrive à déjà le faire changer un petit peu ses habitudes de consommation, on a réussi à faire plus responsable et plus durable. Donc c'est ça notre engagement. On a créé un manifeste avec des engagements sur 3 piliers différents. Dans les 3 piliers, on s'adresse à notre business, on s'adresse à nous comme entreprise et on s'adresse au-delà de notre business, c'est l'impact sociétal. Et c'est là où on a un peu la partie connue sous le nom RSE, c'est-à-dire philanthropie. Eh bien, ces engagements, on les a écrits, on les a publiés et on les mesure tous les ans sur tous nos indicateurs et tous nos éléments. J'ai donné un exemple ici. Fin 2024, nos encours de crédit, ça veut dire les crédits qui restent en stock à être remboursés par nos clients, pour des biens à impact environnemental, étaient à 10 milliards. Ça représente à peu près 10% de nos encours. 10%, on commence à parler des niveaux qui commencent à être significatifs. On n'est pas ridicule à 1%. On a commencé par 1%, mais aujourd'hui, on est à 10%. Et ça continue de progresser. Et là-dedans, on a la partie voiture et on a la partie transition énergétique de l'habitat. Ce sont les 2 biens qui ont le plus d'impact environnemental. Ensuite, on est arrivé, on se dit, bon, le constat est qu'on fait des choses, on a de l'impact, et maintenant il faut le montrer. Donc oui, la vidéo, j'ai vu avant, je suis arrivée à temps pour voir un peu la partie vidéo. J'en voulais des vidéos, j'en voulais de communication. Et comment on fait pour qu'elle ne soit pas considérée comme greenwashing? Et mon équipe com avait très peur d'y aller trop. Ma direction générale aussi, en disant attention, on va nous considérer comme trop un but de nous-mêmes à communiquer sur ces éléments-là. Non, en fait, si on communique uniquement sur ce qu'on fait de façon honnête, authentique, je suis absolument d'accord, et avec des chiffres et des résultats, il n'y a pas de raison qu'on soit accusé de greenwashing. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Et j'ai la personne qui était en charge de notre nouveau rapport annuel. Eh bien, on a fait 2 choses. On a fait un rapport annuel où on a mis sur papier quelques éléments chiffrés sur nos piliers principaux et on a développé une plateforme digitale où on a mis plus de 100 cas d'usage de nos pays, de nos fonctions centrales, de tous les gens de l'entreprise qui contribuent à cet impact positif. Soit par des heures volontaires de mécénat de compétences, soit par de la réduction de l'usage du plastique dans l'entreprise, soit par des nouveaux deals signés avec par exemple, les constructeurs chinois de voitures électriques. Oui, il y a un débat par rapport à la compétitivité à l'Europe, mais aujourd'hui, ils vendent des voitures électriques qui sont moins chères et donc accessibles à notre clientèle. On est fiers de ces deals-là.
On l'a fait dans le cadre de notre business. C'est l'exemple que vous avez ici. Et on a cité, on a donné des exemples avec les résultats et l'impact de chacun de nos pays. On l'a fait aussi sur nos activités en tant qu'entreprise et employeur. On travaille sur la diversité et l'inclusion en tant qu'employeur. On travaille sur la réduction de nos émissions CO2 en tant qu'entreprise, par nos bâtiments, par le plastique, par les voitures qu'on utilise avec nos commerciaux. Et on l'a fait aussi sur la partie impact sociétal avec nos actions de philanthropie. Et là, on a de l'éducation financière, on est une banque. Donc, c'est sûr qu'on sait de quoi on parle quand on accompagne nos clients et les jeunes de la société sur la gestion de leur budget. On est une banque souvent perçue comme, et c'est en particulier en France que ça arrive, c'est moins le cas à l'étranger, comme potentiellement un surendetteur. C'est pour ça que c'est important pour nous, depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, on fait beaucoup d'actions sur l'éducation financière, justement pour que les clients ne se retrouvent pas dans des situations de surendettement et qu'ils sachent utiliser les produits bancaires. Donc, le choix que j'ai fait aujourd'hui dans mon équipe et dans mon entreprise est un petit peu courageux, pas encore à l'extrême, parce qu'il faut y aller doucement sur ce sujet-là. Mais on a fait cette plateforme digitale, on y met tous les ans des nouvelles preuves de résultats concrets sur tous nos piliers. On utilise tous les moyens, on essaye d'avoir des vidéos, on essaye d'avoir des interviews, on essaye d'avoir du texte, du contenu, bien entendu. Et on a encore quelques éléments sur papier, c'est une synthèse très récente, recyclée, parce qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question, comment ça se fait que vous ayez encore du papier? Eh bien, des fois, le papier peut être plus écologique que le digital. Ça, j'ouvre pas le débat parce qu'on ne va pas s'arrêter de la journée. Mais on a les deux qui vont bien. Et aujourd'hui, moi, je me sens très à l'aise et très sereine sur nos plateformes de communication parce qu'on dit ce qu'on fait, on dit le vrai, sans embellir, sans mettre plus, sans dire qu'on fait trop. D'ailleurs, notre rapport s'appelle On the Way parce qu'on est qu'en chemin. On a fait un bout, un petit, 10% sur nos activités business. Mais on progresse tous les ans et ça, c'est important de le montrer et de dire qu'on est dans toute la légitimité de présenter nos activités et dire que la RSE continue d'exister. On est dans un contexte où on en parle de moins en moins parce qu'on a un peu peur, parce que Trump, parce que les US, mais on est en pleine COP, donc il faut en parler et on va continuer à en parler parce qu'on dit vrai. Merci.